Merci aux amis du Masque pour cette invitation ce soir à parler d'un sujet qui me passionne et qui j'espère va vous passionner également ce soir. Je suis aussi très heureux d'être là parce qu'il y a plusieurs liens entre Iris Clerc et le Masque, je vais dire. Le lien le plus important, c'est le lien entre Iris Clerc et Gaston Chessac, évidemment, parce que Iris Clerc a organisé 3 expositions de Gaston Chessac dans sa galerie au début des années 60, 2 quand il était encore vivant et une exposition au tout début de l'année 1965 après son décès, un hommage à Gaston Chessac. Et l'autre raison pour laquelle je suis très content d'être parmi vous ce soir, c'est qu'on est le 2 février 2023 et Iris Clerc a inauguré sa galerie rue des Beaux-Arts le 2 février 1956. Donc quand on a choisi la date avec Caroline pour mon intervention il y a plus de 6 mois, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est ce matin, je me suis dit la date est une bonne date puisqu'on est pile, jour pour jour, 67 ans après l'ouverture de la galerie Iris Clerc aux 3 rue des Beaux-Arts, dans le Paris de l'après-guerre qui commence à se mettre à l'art contemporain et pour lequel Iris Clerc sera l'un des détonateurs principaux. Donc je vais vous parler avec beaucoup d'images du parcours d'Iris Clerc, de ce qu'elle a accompli, de la manière dont elle a, ce qui est peut-être le plus important pour l'histoire de l'art contemporain, la manière dont elle a changé les formats de l'exposition, de la communication, du métier de galeriste, c'est-à-dire comment elle n'a pas été uniquement une galeriste remarquable, avec ses qualités et ses défauts, mais aussi comment elle a été quelqu'un qui a renouvelé vraiment la profession de galeriste et qui a été une inventrice, une innovatrice permanente. Donc la première image que vous avez derrière moi, il y a beaucoup d'images parce que Iris Clerc c'est quelqu'un qui a été très vite consciente de l'importance de l'image et de la photographie, donc elle a presque tout documenté de ses expositions, de ses vernissages. Elle aimait beaucoup se mettre en scène, à la fois pour se promouvoir elle-même et pour promouvoir ses artistes. Donc il y a énormément de documentation, énormément d'images, je vais vous en montrer vraiment une toute petite partie. Il y en a beaucoup dans le livre que j'ai écrit et qui est paru l'année dernière, mais par exemple, pour vous donner une idée, à la bibliothèque Kandinsky, qui est la bibliothèque scientifique du Centre Pompidou, il y a 150 boîtes d'archives, et c'est le fonds d'archives de galeries du XXe siècle qui est l'un des plus importants en fait. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais qui a aussi beaucoup archivé, beaucoup documenté, et ça quand on est un historien de l'art, c'est aussi quelque chose de très précieux parce que on a des informations, des preuves, des documents de ce qu'elle a réalisé. Et si je dis ça tout de suite, c'est aussi parce que en travaillant sur le personnage d'Iris Clerc, souvent il y a un certain nombre de personnes, à la fois à l'époque et encore aujourd'hui, qui pensent que tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle a fait, c'est arrivé un petit peu par hasard. C'est-à-dire qu'elle se trouvait au bon endroit, au bon moment, et qu'elle a, comme on dirait aujourd'hui, surfé sur la chance et les hasards. Et en fait, quand on travaille vraiment sur le personnage et son activité, évidemment, elle a eu de la chance, parce qu'il faut avoir de la chance pour rencontrer Yves Klein, pour rencontrer Armand, pour rencontrer Ard Renard, pour rencontrer Lucio Fontana, mais on ne peut pas avoir de la chance pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de suite. Donc c'est aussi quelqu'un qui savait ce qu'elle faisait, travaillait, malgré peut-être l'impression nonchalante qu'elle donnait, et qui a fait beaucoup de choses en fait. Et donc le livre que j'ai écrit veut aussi montrer que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup et qui avait une galerie très active. Donc sur cette première image, en fait, c'est aussi pour expliquer ce titre, le titre de cette conférence, Iris Clerc, l'intrépide messagère des arts. La messagère des arts, en fait, c'est le surnom que lui a donné très tôt Raymond Ins, donc l'un des artistes majeurs du nouveau réalisme, que Iris Clerc va exposer en 1965. Et en fait, Raymond Ins, en 1997, à l'occasion d'une exposition à la Documentate Kassel, réalise cette statue de géante d'Iris Clerc sur le modèle de ces géantes que vous pouvez trouver dans le nord de la France pour les fêtes de village ou les fêtes traditionnelles dans la culture minière. Et donc il réalise cette géante Iris avec l'allumette, qui est l'allumette de Raymond Ins, de ses œuvres avec des allumettes, avec ce manteau en fourrure, qui était le manteau préféré d'Iris Clerc, avec cette jupe sur lesquelles vous voyez des iris qui sont peintes.
donc Iris qui était le vrai nom d'Iris Clare, et qui dans la mythologie grecque était la messagère des dieux. Donc c'est pour ça que Raymond Hince est parti de cette idée de Iris, la messagère des dieux dans la mythologie grecque, à Iris Clare, la messagère des arts pour le Paris de l'art contemporain. Et vous voyez aussi qu'elle a à la main des gants bleus, comme le bleu d'Yves Klein, dont elle a été évidemment celle qui lui a permis de réaliser certaines des expositions les plus marquantes de l'art contemporain au milieu des années 50, au début des années 60. Et vous voyez aussi 2 cartes de visite, parce que voilà, Iris Clare, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup communiquer sur son nom, proposer des supports de communication comme des cartes de visite, comme des cartons d'invitation, comme une revue, comme on le verra tout à l'heure. Et donc voilà, elle jouait aussi avec différentes identités. Donc ici, vous avez Iris Clare, la messagère des arts, mais aussi Iris Clare, The Most Advanced Art Gallery in the World, la galerie la plus pionnière dans le monde de l'art, qui était l'une de ses cartes de visite, sur un papier métallisé. Et ce qui est très beau dans la photo d'Iris Clare par Raymond Hince, ce que vous voyez sur le parvis où vous avez la fontaine de Nikit Saint-Phal et de Jean Tinguely à côté du centre Pompidou, c'est que cette photo, en fait, elle a été réalisée quelques années après 1997, en 2002, au moment où il y a eu une rétrospective Raymond Hince au centre Pompidou, et Raymond Hince a organisé la marche de la géante entre le centre Pompidou et la rive gauche de Paris pour aller rue des Beaux-Arts où Iris avait sa galerie. Donc il y avait cette idée de faire revivre et de faire marcher à nouveau Iris dans les rues de Paris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien montrer ces 2 images, parce que c'est aussi pour vous dire que alors on a 1 heure entre nous. Moi je serai intarissable sur le sujet d'Iris, pas uniquement parce que ça me passionne, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais aussi parce que c'est un sujet qui m'accompagne depuis très longtemps, parce que vous voyez sur la gauche de l'image la couverture de mon mémoire de maîtrise en histoire de l'art que j'ai soutenu en 2004, quand j'étais tout jeune étudiant, même pas encore historien ni critique d'art, aspirant historien et critique d'art, et j'avais plongé dans les archives de la bibliothèque Kandinsky dont je vous parlais tout à l'heure pour travailler sur la galerie Iris Clare, et c'était vraiment... j'ai jamais rencontré Iris Clare parce qu'elle est morte en 1986, elle est née en 1918. J'ai rencontré récemment des gens qui l'ont connue, j'ai rencontré son petit-fils, mais d'une certaine manière, de passer 1 année dans des archives à lire ses lettres, à voir ses photos, à lire sa correspondance, j'ai l'impression d'avoir rencontré Iris Clare d'une certaine manière, que c'est vraiment l'une des premières rencontres de mon parcours professionnel dans le monde de l'art, et je pense que son amour pour les artistes, son amour pour une vision à la fois ludique et sérieuse de l'art, quelque chose qu'elle m'a presque transmis de manière posthume. Et à droite, vous avez la couverture du livre qui a été publié l'année dernière. Et donc, ce qui est intéressant dans ces presque 20 ans entre l'écriture de la maîtrise et puis la publication du livre, c'est 2 choses. La première, c'est que le livre qui a été écrit, qui est paru en 2021, il est plus riche de ma connaissance un peu moins naïve, un peu moins innocente, un peu plus réelle des relations entre les artistes, entre eux, les galeristes, entre eux, le monde de l'art avec ses travers et ses enthousiasmes. Et en même temps, ce qui était très intéressant, c'est que 20 ans après, j'ai pu aller rencontrer des gens qui avaient rencontré Iris Clare, puisque pour un mémoire universitaire, c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande de travailler sur les archives. J'ai pu vérifier beaucoup plus de données qui étaient plus accessibles en 2021 qu'en 2004. Et c'était de se rendre compte en fait que beaucoup des choses qu'Iris Clare dit dans ses mémoires, dans les mémoires à la fois sonores et dans ses mémoires écrites, en fait, sont tout à fait véridiques. C'est-à-dire qu'à travailler dans les archives, on s'aperçoit que c'est pas du tout une affabulatrice et que tout ce qui lui est arrivé lui est vraiment arrivé. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui, dans ses mémoires, a réécrit son histoire, a réécrit sa légende, mais que tout ce qu'elle dit, le fait qu'elle ait vendu des tableaux d'un artiste américain, Art Renard, pour la première fois à des collectionneurs new-yorkais, alors que c'était à Paris, c'est vrai, tout ce qu'elle raconte avec Yves Klein, c'est vrai, enfin, voilà, que vraiment, il y a un rapport entre ses mémoires, qui s'appelle Iris Time, et la réalité des faits, et je vous invite vraiment à lire ses mémoires, si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment un bijou de mémoire, parce qu'elle parle à la fois de sa carrière de galeriste, mais aussi de ce qui s'est passé avant, sa naissance en Grèce en 1918, son départ de Grèce avec sa mère pour Vienne, sa vie en Argentine, toute la décennie des années
après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au moment où elle ouvre sa galerie, où elle se cherche, où elle veut passer son permis de conduire, s'émanciper en tant que femme, avoir un travail pour pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Elle raconte aussi ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec son mari qui était dans la résistance, et Iris Clerc qui aussi a travaillé pour la résistance. Donc vraiment, ce sont des mémoires très intéressantes, et ces mémoires sont en fait corroborées par les documents, et ça c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir pour un historien d'art de voir que voilà, on peut faire confiance à Iris Clerc quand on lit ses mémoires. Et je vous parle de ça parce que je voulais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous faire écouter la voix d'Iris, parce que vous allez tout de suite comprendre, pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, le personnage à la fois extravagant, séduisant, et avec une personnalité unique qu'elle était, rien qu'en l'entendant parler. Donc là, je vous passe un extrait d'une petite minute de ses mémoires sonores qu'elle a enregistrées au milieu des années 70, où elle commence à raconter sa propre vie, parce que elle a fondé sa galerie en 56, et en 1976-77, vous allez avoir le Centre Pompidou qui va ouvrir à Paris. Et donc, le Centre Pompidou qui ouvre à Paris, ça veut dire que les artistes qu'elle a montrés en 56 rentrent au musée, arrivent dans les collections nationales. Donc c'est un moment à la fois de gloire et de reconnaissance du travail qu'Iris Clerc a effectué avec des artistes tout jeunes dans les années 50, Armand, Yves Klein, Soto, Jean Tinguely, Art Reinhardt et tous ceux qu'on va voir ensemble. Mais en même temps, à partir du moment où ces artistes sont entrés au musée, ça veut dire que la période d'expérimentation, d'innovation, de liberté que Iris Clerc a permis de réaliser n'est plus, en fait. On est passé dans un moment de consécration et de reconnaissance de l'art contemporain. On n'est peut-être plus dans le moment de l'expérimentation, de la découverte. Et donc elle fait ses mémoires sonores, et elle publie ses mémoires écrites au milieu des années 70 pour justement acter du fait que l'époque a changé, on est passé peut-être à une autre époque et qu'il est temps de se retourner sur le passé. Chacun doit s'exprimer comme il peut. C'est un besoin de dire la vérité, de tout raconter, parce que je trouve que les gens ne savent pas. Ils s'imaginent des choses et il faut leur dire comment ça s'est passé. C'est plus intéressant pour eux de savoir toute l'aventure de ces 15 ans d'art moderne, enfin. Ça a un sens, parce que les anecdotes, bon, il faut raconter pour que les gens s'amusent, mais il faut voir cette lutte perpétuelle pour exprimer quelque chose et pour se débrouiller constamment sans rien. Toute mon aventure, c'est ça, c'est la lutte de quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui veut faire comme les autres, sans un sou, parce qu'il faut y arriver, quoi. Il faut tenir le coup avec les grands, tout en n'ayant rien pour le faire. C'est ça l'aventure. Je suis quand même sur le même rang que les grandes galeries. Et moi, je sais que j'ai rien derrière moi. Il n'y a que moi qui le sache. Et maintenant, tout le monde le saura aussi. Tous ceux qui ne me connaissent pas me prennent pour un monstre. Mais parce que, évidemment, avec toute la publicité qu'il y a autour de moi, on s'imagine des choses qui ne sont pas vraies. Quand on me rencontre, on dit « Ah, c'est vous, Iris Clerc. Oh, je ne croyais pas comme ça. » Non, je ne suis pas du tout intéressée, malheureusement pour moi. Voilà, mes parents étaient de Smyrne, Asie mineure, patrie de Nassis. Iris Clerc, comme je vous le disais, elle a montré des artistes très importants. Les premières images que je vous montre, c'est aussi pour vraiment acter de ce fait-là. C'est une exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou en 2019-2020 sur les grands galeristes du XXe siècle. Vous aviez une salle qui était entièrement consacrée au parcours d'Iris Clerc, où on entendait aussi l'extrait que je viens de vous passer, on entendait sa voix en fait pour vraiment incarner son parcours et sa personnalité. Et ici, vous voyez dans l'accrochage de cette salle au Musée national d'art moderne, une œuvre de Fontana, une œuvre d'Yves Klein, une œuvre de Tinguely, une œuvre de Soto, une œuvre de Raymond Hince, une œuvre d'Art Reinhardt, le monochrome noir, et une œuvre de Fontana. Et toutes ces œuvres en fait, ont été exposées par Iris Clerc dans sa galerie entre 1956 et le début des années 70, et ont été acquises par des collectionneurs ou par les musées directement, et sont maintenant
montré dans les plus grandes collections européennes et du monde. Donc je voulais vous montrer ces images vraiment pour voilà, acter de l'importance en fait d'Iris Clerc. Ce livre aussi, il est né d'une envie qui est l'envie du comité professionnel des galeries d'art, comme le disait Caroline tout à l'heure, de mettre en avant les figures de passeurs. C'est-à-dire que les artistes, évidemment, c'est les premiers d'entre nous dans le monde de l'art, mais c'est vrai que les artistes sans galerie, sans critique, sans historien, sans conservateur de musée, en fait, ils ne peuvent pas montrer leur travail. Et l'idée de cette collection, c'est de montrer, voilà, c'est quoi d'être un galeriste, d'être un passeur, d'être quelqu'un qui transmet les œuvres, la personnalité d'un artiste. Et donc là, sur cette image, qui est l'autre versant de la salle, vous voyez évidemment au milieu ce totem de Gaston Chessac, qui est le portrait d'Iris Clerc, qui était un totem recto verso. Vous avez aussi une œuvre de Takis sur le côté droit de l'image, et au fond vous avez cette grande photographie qui orne le mur, qui était là aussi pour rappeler que Iris Clerc aimait beaucoup organiser des vernissages, des fêtes, des soirées, et que pour elle vraiment il y avait cette idée que l'art était une fête en fait, c'est-à-dire que l'art était un moyen de s'émanciper, à la fois en tant que femme et en tant qu'être humain, mais aussi que l'art était une fête, et l'art était un moment à partager. Et donc cette salle était très réussie parce qu'elle montrait voilà, un ensemble assez représentatif des artistes qui avaient pu être exposés par Iris Clerc. Vous avez ici dans la vitrine une petite œuvre d'Abba, qui était un artiste d'origine irakienne, ou une toile de Marc Boussac. Donc il y avait aussi cette volonté de montrer que Iris Clerc a évidemment exposé les plus grands artistes du XXe siècle, mais aussi elle a exposé des artistes un peu moins connus, des artistes dont on ne se souvient pas aujourd'hui, mais qu'elle les exposait de la même manière, avec la même passion, avec le même travail, avec les mêmes moyens de communication autour d'eux, et donc de montrer vraiment ce travail, qu'est-ce qu'une galeriste peut mettre en place pour promouvoir ces artistes. Donc le début de l'histoire, c'est 1956, quand Iris Clerc ouvre sa galerie rue des Beaux-Arts à Paris, qui est vraiment le quartier vraiment de l'art contemporain, l'art expérimental peut-être, comme on disait plutôt à l'époque. Ici vous la voyez sur le pas de sa porte. La galerie rue des Beaux-Arts, aux 3 rue des Beaux-Arts, elle existe toujours, donc si jamais vous êtes curieux, je vous invite à aller voir l'espace. Elle est aujourd'hui occupée par un galeriste qui s'appelle Raymond Dreyfus, mais l'espace de la galerie est exactement le même que celui qu'il était avec Iris Clerc, et on se rend compte à ce moment-là que la galerie fait entre 12 et 15 mètres carrés, c'est-à-dire que c'est vraiment un espace qui n'est pas beaucoup plus grand que l'estrade sur laquelle je me tiens, et donc ça permet aussi de s'apercevoir que par exemple l'exposition du vide d'Yves Klein ou l'exposition du plein d'Armand, qui sont 2 expositions fondatrices de l'art contemporain, elles ont eu lieu dans un espace tout petit, qui vraiment est un espace vraiment très très réduit, avec des moyens très réduits, et que c'est quand même des expositions dans une galerie qui comptent dans l'histoire de l'art contemporain. Je vous ai mis aussi 2 documents. Le premier, c'est un carton d'invitation pour la 3e exposition de la galerie Iris Clerc en 1956, où vous voyez vous êtes peut-être aperçu tout de suite que le nom de la galeriste était plus grand que le nom des artistes. Donc c'est là aussi d'où vient un petit peu sa réputation au départ, c'est qu'on avait l'impression qu'elle voulait se promouvoir plus que ses artistes, qu'elle voulait peut-être prendre la vedette plus que ses artistes, qu'elle se considérait peut-être elle-même comme une artiste. Iris Clerc expliquera que c'est le typographe qui réalisait les cartons d'invitation qui était complètement tombé amoureux de son nom, et donc il l'avait lui-même mis de son propre volonté en plus grand que le nom des artistes. Je ne sais pas exactement où est la vérité. Il y a eu quelques articles dans la presse de l'époque qui relevaient le fait que le nom de la galerie c'était plus grand que le nom des artistes. Alors là c'est une exposition collective, hein. Quand c'était des expositions monographiques, le nom de l'artiste était seul. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, premièrement, ce carton, il tranche avec les cartons de l'époque, qui sont des cartons très classiques, souvent en noir et blanc, du type faire-part. Et ici, vous voyez qu'il y a quand même une recherche typographique, une recherche de couleurs, une recherche graphique. Et l'idée derrière cette mise en avant du nom d'Iris Clerc, c'est en fait d'utiliser le nom d'Iris Clerc qui tout de suite se fait connaître dans le Paris de l'après-guerre comme un label, comme une estampille, comme une manière de mettre en avant ces artistes. C'est-à-dire qu'on va acheter ou en tout cas découvrir un artiste présenté par Iris Clerc, et c'est un gage d'expérimentation, c'est un gage d'innovation. Donc cette mise
en avant du nom, elle est là aussi pour promouvoir le travail de ces artistes, ici comme par exemple Asgheriorn, l'artiste de Cobra, ou d'autres artistes comme Marguerite Liberaki, qui était une artiste grecque, puisque comme l'a dit Caroline au tout début, Iris Claire en fait est née Iris Athanasiadis, donc dans une famille grecque, dont la mère est venue très tôt en France. La mère était créatrice de sacs. Elle avait une boutique notamment de sacs qui était installée à Ville de l'Opéra, qui marchait très bien, qui fonctionnait très bien, qui avait une clientèle très chic et très huppée. Et en fait, Iris Claire, sa vocation de galeriste arrive quand elle est à Athènes, un été, où elle va toujours passer ses étés à Athènes ou à Mykonos, dans les îles grecques, et elle rencontre Takis, l'artiste grec, et Takis voit en elle un potentiel créatif, artistique et commercial, et Takis lui dit tu seras la Peggy Guggenheim des prochaines années. Et Iris dit mais je sais pas qui c'est Peggy Guggenheim, qu'est-ce que tu me racontes là, elle dit mais non, Takis lui dit tu vas y arriver, tu vas ouvrir une galerie et tu vas devenir célèbre, et grâce à toi les artistes seront célèbres en fait. Et c'est comme ça que l'histoire commence, un petit peu par hasard. Et puis Iris revient à Paris, elle se renseigne un peu sur le milieu de l'art, et elle va faire une première expérience dans une galerie associative qui s'appelle la Galerie du Haut Pavé, qui était une galerie sur le quai de Montebello en face de Notre-Dame de Paris, qui était une galerie tenue par des pères franciscains. Et donc elle arrive à convaincre le père franciscain qui était là, qui était quelqu'un qui était très proche des artistes, qui avait organisé une soupe populaire pour les artistes, donc qui était tout à fait apte et réceptif au fait que quelqu'un veuille faire des expositions dans son espace. Elle lui explique que sa galerie ferme à 18h, mais qu'il y a 2 restaurants pleins d'Américains très riches juste à côté de la galerie, et que c'est dommage de ne pas en profiter. Et donc Iris Claire va faire 2 expositions dans cette galerie pendant l'été 1955, et la première exposition, elle va tout vendre à un collectionneur américain qui effectivement vient dîner au restaurant à côté, et elle lui vend toute l'exposition de Tsingos, et donc elle se dit bah, j'ai quelque chose pour vendre en fait. Enfin, ça veut dire que ça fonctionne, ça marche, que Takis ne s'était pas trompé. Et l'histoire assez drôle par rapport à ça, c'est que en fait le collectionneur habitait dans un hôtel très chic du 8e arrondissement. Le collectionneur n'est jamais revenu pour venir chercher les tableaux, et donc il voulait acheter les tableaux, mais il n'était pas venu les payer et les prendre. Bah, Iris Claire a mis les tableaux dans sa voiture, est allé au Ritz, a amené les tableaux dans la chambre du collectionneur et lui a vendu sur place, parce que le collectionneur ne serait jamais revenu. Donc ça, c'est pour vous dire aussi qu'elle avait un culot et voilà, une volonté vraiment d'y arriver. Et en écrivant ce livre, en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que peut-être plus que l'amour de l'art, ce qui me plaisait, parce que ce que Iris Claire avait, c'était vraiment l'amour des artistes, c'est-à-dire se battre pour les artistes, défendre les artistes, tout faire pour les artistes. Et la chose qu'elle préférait faire, à mon sens, c'était surtout de lancer les artistes, c'est-à-dire de lancer un événement, de lancer une mode, de lancer un artiste, de lancer une tendance, plus que de pérenniser quelque chose, plus que de s'installer dans un confort artistique, matériel. C'est quelqu'un qui, dès qu'elle avait de l'argent, elle le jouait, ou en tout cas elle le remettait tout de suite en jeu pour faire d'autres projets, pour permettre à ces artistes de faire d'autres projets. Donc ça posait évidemment des problèmes avec ces artistes qui n'étaient pas tout le temps tous payés, ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment dire, mais elle adorait ça. Par exemple, elle rencontre le jeune Paco Rabanne, qui est un ami de ces artistes. La première exposition, enfin la première présentation des vêtements que Paco Rabanne fait de sa vie, c'est à la galerie Iris Claire en fait. Donc elle était toujours attentive à l'innovation, au fait de lancer des modes, de lancer des artistes, et voilà, c'était vraiment ce goût pour les artistes, et elle avait du mal souvent à les garder, à les conserver, mais les artistes étaient toujours très, comment dirais-je, même quand ils quittaient Iris Claire, ils étaient tout à fait sensibles et tout à fait sachant qu'elle avait fait beaucoup pour elle et qu'elle était très importante. Par rapport à Takis, ce qui est très amusant, c'est que Takis va hésiter très longtemps à faire une exposition chez Iris Claire, malgré ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Il va attendre 4 ans avant de faire une exposition personnelle chez Iris Claire. Il lui aura donné quelques œuvres avant à vendre, de manière plus informelle. Et puis après, il va partir chez un autre galeriste qui s'appelle Alexandre Diolas. Et puis il fait beaucoup de récriminations à Iris Claire à un moment donné, mais il lui demande quand même d'accueillir le lancement de son autobiographie. Et donc Iris Claire lui dit voilà, dès que tu veux avoir
un certain succès, lancer un livre, avoir du monde qui va venir au lancement de ton autobiographie, tu fais appel à moi, tu sais que c'est moi qui va réussir à faire de cet événement quelque chose qui va compter dans le pari artistique de l'époque. Donc les relations avec les artistes étaient plus complexes qu'uniquement une relation commerciale ou en tout cas pécuniaire d'une galeriste qui doit de l'argent à ses artistes et qui ne les paye pas. Qui les paye pas toujours. Et l'image que j'ai mise en dessous, qui est le carton d'invitation, encore une fois un peu original, pour une exposition d'un artiste Minos, un artiste grec en 1959, c'est une caricature d'une certaine manière de la rue des Beaux-Arts, puisque vous retrouvez le numéro 3 sur la vitrine à gauche de l'image, pour montrer aussi que voilà, Iris Clerc, elle fait partie des gens qui, dans le Saint-Germain-des-Prés du milieu des années 50, animent le quartier, anime la scène artistique, tout le monde va voir ses expositions et elle est vraiment, très vite, elle devient un personnage très important de la scène artistique, alors que comme elle l'a dit, et c'est vrai, elle ne vient pas d'un milieu artistique, elle ne vient pas d'un milieu culturel, elle n'a pas spécialement de fortune ni de moyens pour se lancer, donc c'est vraiment quelqu'un qui va s'émanciper par l'art, puisque la même année, elle quitte son mari, elle passe son permis de conduire, elle ouvre sa galerie, à une époque où les femmes avaient encore besoin de l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voilà, décide de prendre son destin en main au milieu des années 50, et elle est prête à, parce que voilà, elle joue beaucoup, puisqu'elle voilà, elle décide de prendre sa vie en main, elle est très ouverte, très décidée à permettre aux artistes d'exposer, d'accueillir tous les artistes marginaux de l'époque, ou en tout cas ceux qui étaient le plus expérimentaux dans sa galerie. Par exemple Jean-Jacques Lebel, qui est un artiste qui vous dit peut-être quelque chose, affilié au surréalisme, qui est un artiste très important. Il a une exposition qui est censurée par une galerie à Paris, la galerie René Drouin. La galerie qui va accueillir l'exposition de Jean-Jacques Lebel à la place, c'est la galerie Iris Clerc en fait. Jean Tinguely, Jesus Raphaël Soto, qui sont aujourd'hui des artistes très importants, végétaient dans les caves de la galerie Denise René, la grande galerie de l'abstraction géométrique et du mouvement dit le mouvement. Et ben, ils ont été exposés chez Iris Clerc et c'est à partir de ça qu'ils ont pu devenir célèbres, connus et montrer leur travail. Donc elle avait vraiment cette capacité à être une galerie laboratoire, si on veut préciser les choses, c'est vraiment cette idée de la galerie comme un espace d'expérimentation. Et entre 1956 et 1961, quand elle est dans sa première galerie rue des Beaux-Arts, c'est vraiment cette idée de la galerie laboratoire qui va mener la danse, parce qu'il va y avoir une succession d'expositions très importantes à un rythme très soutenu, parce qu'elle faisait peut-être une dizaine d'expositions par an. Les expositions à l'époque duraient 3 semaines, 1 mois, et c'était une succession d'expositions monographiques, d'expositions collectives, avec à chaque fois cette volonté de créer l'événement, à la fois d'un point de vue de communication, mais aussi d'un point de vue artistique, c'est-à-dire les premiers happenings, les premières performances, les premières installations immersive, ou comme ce que vous voyez à l'écran maintenant, le micro-salon d'Avril, qui est la version par Iris Clerc des salons officiels, donc le salon d'Avril qui se tient d'habitude au Grand Palais à Paris. Et donc Iris Clerc en 1957 organise son micro-salon où elle va inviter plus de 100 artistes à exposer des petits formats dans sa petite galerie, hein. Il faut imaginer vraiment qu'on est dans une petite galerie, des petits formats, et ça va aller de Man Ray, de Marcel Duchamp, de Hans Arp, donc des artistes très reconnus à l'époque, jusqu'aux artistes les plus jeunes qui ne sont pas encore connus, comme Yves Klein, comme Tinguely. Et cette exposition va être vraiment la première exposition qui va la faire reconnaître, parce que c'est une exposition où, contrairement à beaucoup de galeries à l'époque, toutes les tendances sont mélangées, toutes les générations, toutes les esthétiques, toutes les écoles. Vous avez aussi bien Marie Raymond, qui était la mère d'Yves Klein, que Yves Klein. Vous avez aussi bien Hans Arp que Jean Tinguely. Et tout ça dans cette toute petite galerie. Et ce qui est très amusant avec cette exposition, c'est que c'était évidemment une gageure de réunir autant d'artistes importants dans un tout petit espace. De la même manière que le carton d'invitation, il est aussi un défi comme ça de mettre autant de noms d'artistes sur un carton d'invitation. Donc c'est pour ça que vous avez cette liste qui paraît presque sans fin. Et en même temps, c'est pour Iris Clerc la manière de se faire sa propre histoire de l'art, ou en tout cas culture artistique elle-même, parce que en organisant le micro-salon en 57 et puis en faisant un autre en 58, elle rencontre tous les artistes et elle se fait elle-même son propre œil, son propre goût, presque en autodidacte en fait. Donc voilà, c'est aussi cette question de comment se créer un œil, comment se créer un goût en renouvelant des formats. Et cette idée du micro-salon d'Avril qui peut paraître un peu banal aujourd'hui, voilà, de faire des expositions collectives avec beaucoup d'artistes autour d'un petit format, c'était vraiment quelque chose de très pionnier et de très remarqué
très remarqué à l'époque. Et voilà, à partir de 57, vous allez avoir toute une série d'expositions absolument incroyables organisées par les complices d'Iris Clerc, donc aussi bien Yves Klein, donc vous voyez ici une série de 3 expositions. La première qui s'appelait Proposition monochrome en 1957, qui est leur première collaboration. Donc l'histoire entre Yves Klein et Iris Clerc, ça pourrait prendre une conférence à elle toute seule, parce qu'ils se considéraient à la fois comme des frères, comme des âmes sœurs, comme la mère et son fils. Enfin, il y avait une relation très très complexe, complice, compliquée, parce qu'ils se sont fâchés. Il y avait aussi cette idée que Iris Clerc est née le 28 avril 1918 et Yves Klein est né le 28 avril 1928, et pour Iris Clerc, l'astrologie était quelque chose de très important. C'est pour ça que je parle du 2 février aujourd'hui, parce que vraiment les dates, c'était quelque chose de très important pour elle. Elle ne déterminait jamais la date d'un vernissage sans demander à son astrologue. Et par exemple, pour la date du 2 février 56, il y a 67 ans, elle va voir son astrologue Elsine et elle lui dit quelle est la meilleure date pour ouvrir ma galerie, et son astrologue lui dit il y a une date pour la gloire, et puis il y a une date pour le succès commercial. Et Iris Clerc lui dit tu n'aurais pas une date pour les deux, tant qu'à faire, autant avoir la gloire et le succès commercial. Et son astrologue lui dit cette date-là, il faut attendre 6 mois pour l'avoir. Et donc Iris dit va pour la gloire. Et donc elle ouvre le 2 février 1956. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que Iris Clerc a volontairement choisi la postérité à la prospérité, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment dit, voilà, ce que je veux faire, c'est accomplir quelque chose dans le monde de l'art, et elle le réalise avec ses expositions d'Yves Klein, donc les propositions monochromes que vous voyez en haut à gauche, ou l'exposition du vide, sur laquelle je ne vais pas forcément revenir ce soir, mais vraiment qui est cette exposition incroyable, qui n'est pas du tout une exposition vide, qui est une exposition où Yves Klein avait repeint les murs de la galerie d'un blanc très spécifique. Vous aviez, comme le montre la photographie, ce rideau bleu qui était à l'entrée de la galerie, la vitrine qui était recouverte de bleu, vous aviez des gardes républicains qui étaient à l'entrée de la galerie, parce que Iris Clerc avait indiqué qu'elle avait invité des ministres au vernissage pour avoir des gardes républicains, donc elle avait un culot monstre pour faire plaisir à ses artistes, parce que Yves Klein était très amoureux du décorum et du faste républicain. Ils avaient servi un cocktail bleu avec du bleu de méthylène qui fait que, selon la légende, tout Paris le lendemain matin avait uriné bleu en souvenir de ce vernissage. Donc, il y avait énormément de choses sur ce vernissage. Il y avait une queue rue des Beaux-Arts. Il y a un critique d'art célèbre qui s'appelle Michel Ragon, le nom vous dit peut-être quelque chose, qui vient de Nantes, qui dit qu'à l'époque il n'allait jamais voir les vernissages des galeries parce que c'est pas le meilleur moment pour aller voir une exposition, et que lui voulait voir les expositions, mais que ce soir-là il avait été à la galerie Iris Clerc parce que le même soir il y avait un vernissage d'une exposition d'Amedeo Modigliani dans le 8e arrondissement, dans une galerie très installée, et il disait que ça sentait vraiment le Paris de l'avant-guerre, le format, la sclérose, et que quand on arrivait chez Iris Clerc pour l'exposition d'Yves Klein, on était vraiment dans la joie, dans l'énergie, dans l'expérimentation, dans le début des 30 Glorieuses en fait. Et donc vraiment, c'était une exposition très marquante. Et pour la petite histoire, le photographe, le soir du vernissage, on a très peu de photos de ce vernissage, parce que les images que vous voyez là ont été faites avant le vernissage ou pendant l'exposition, celle où vous voyez Iris à côté de la vitrine vide, parce que le photographe avait oublié de mettre une pellicule dans son appareil photo qui était vide, et donc on n'a pas de photo de l'événement. Et une autre photo que vous voyez à gauche, c'est d'une exposition en 59, bas-relief dans une forêt d'éponges, où vous aviez toutes les œuvres en éponge d'Yves Klein qui étaient installées, et ça pour n'importe quel conservateur de musée aujourd'hui, c'est une chose impossible à reconstituer, c'est-à-dire d'avoir toutes ces œuvres dans une même exposition, c'est complètement impossible, et c'était dans les 15 mètres carrés de la galerie Iris Clerc en juin 59. Une autre exposition importante à cette époque, c'est celle de Yves Klein et Jean Tinguely, Vitesse pure et stabilité monochrome, que vous voyez à l'écran, où vous aviez des œuvres en collaboration entre les deux artistes, avec à la fois l'intérêt de Yves Klein pour le monochrome, et puis l'intérêt de Jean Tinguely pour le mouvement et la vitesse. Donc vous aviez des œuvres qui étaient réalisées en collaboration, où vous aviez une machine, notamment celle que vous voyez par exemple au mur, qui était animée par Tinguely avec un monochrome bleu dessus qui tournait très vite en fait. Donc cette idée de rendre plus dynamique la peinture, et en même temps de
rendre pictural le mouvement dans le cas de Tinguely, et c'était accompagné par ce carton d'invitation qui était évidemment rond, comme les œuvres de l'exposition, et le verso du carton d'invitation était un bleu clin en fait. Donc vous aviez cette idée toujours dans les expositions de rendre compte, en tout cas que le carton d'invitation soit le reflet de l'exposition. Ici vous avez une autre exposition importante, qui est celle avec Jean Tinguely en juillet 59, qui s'appelait Les Métamatiques, qui était une exposition où le public pouvait venir réaliser ses propres œuvres avec des feuilles de papier qui étaient mises à disposition et les machines de Jean Tinguely dessinaient. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion de faire cette expérience, parce que de temps en temps dans des expositions, dans des musées, on peut le faire. Et vous voyez un visiteur de choix sur l'image en haut à droite, qui est Marcel Duchamp, qui est en train de réaliser un dessin métamatique sur une machine de Jean Tinguely devant Iris Clerc. Je mets aussi cette image-là parce que Marcel Duchamp, c'est aussi un compagnon de route évidemment du mouvement Dada, du dadaïsme, de cette idée un petit peu extravagante de l'art, de quelque chose qui aurait aussi ce goût pour l'événement, ce goût pour des choses assez exacerbées, pour l'excentricité. Et je ne sais pas si Iris Clerc et Marcel Duchamp étaient des amis, parce que j'ai aucune preuve, aucune trace écrite de ça. On sait que Marcel Duchamp est venu voir plusieurs fois la galerie parce qu'on trouve sa signature dans les livres d'or que Iris Clerc a conservé précieusement. Mais voilà, Marcel Duchamp pour Iris Clerc, c'était évidemment un horizon culturel. Et vous la voyez en bas dans l'atelier de Jean Tinguely avec tous les méthamatiques, où vous retrouvez aussi son fameux imprimé Léopard que je vous ai montré au tout début sur la sculpture de Rémoins, que vous voyez elle le porte à la fois en haut et en bas de l'image. Deux autres expositions importantes de cette première partie de la galerie Iris Clerc, donc, qui a été active rue des Beaux-Arts entre 1956 et 1961, c'est cette exposition de Takis, l'homme dans l'espace, où pour la première fois un être humain est en lévitation dans un espace d'art, un jeune poète qui s'appelle Sinclair Bells, que vous voyez en haut à gauche, avec tout évidemment une structure qui permettait qu'il soit en lévitation, qui est une exposition qui se passe vraiment au moment de la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. Donc vous avez aussi ce moment où voilà, les expositions rendent compte d'un climat politique et scientifique, avec cette publication L'Impossible, qui est l'une des très rares publications d'Iris Clerc, vraiment d'un catalogue d'expositions, où vous avez une mise en page assez formidable de Takis autour de cette exposition L'Impossible, l'homme dans l'espace, où vous aviez voilà, ce jeune poète qui déclamait des poèmes dans l'espace de la galerie. Et en dessous, l'exposition du plein d'Armand, qui est le pendant de l'exposition d'Yves Klein, le vide. Des fois je m'en mêle les pinceaux, donc le plein d'Armand, le vide d'Yves Klein, qui est de remplir cette fois-ci entièrement la galerie de détritus. Donc vous avez dans les mémoires d'Iris Clerc des pages assez savoureuses où ils doivent aller au terminus des lignes de métro pour récupérer tous les tickets de métro usagés. Et donc Iris Clerc, en Roger Vivier, en Robert Mess, elle va chercher des tickets de métro avec les artistes. C'est Martial Reiss qui est à l'époque l'assistant d'Armand, et elle leur demande qu'une seule chose, c'est de ne pas mettre de matière comestible dans tous ces détritus et dans la galerie. Et évidemment, les artistes ne respectent pas, donc ils mettent un homard qui va vite pourrir dans l'espace de la galerie et va forcer l'exposition du plein à fermer beaucoup plus tôt que prévu. Mais ce qui est très très intéressant dans cette exposition, c'est de voir aussi comment l'art tout simplement se passe. C'est-à-dire que évidemment il y a un point de vue artistique, c'est-à-dire après le vide, faire le plein. Et puis quand on connaît le travail d'Armand, des accumulations, des portraits robots, évidemment c'est une œuvre très très emblématique du travail d'Armand, de remplir la galerie de détritus au moment où les nouveaux réalistes se constituent, au moment où la société de consommation bat son plein, au moment où voilà, il y a un début d'une prise de conscience par rapport à toute cette masse culture, tous ces objets qui nous environnent et qui deviennent très vite des détritus. Mais en même temps, il y a aussi cette idée de, voilà, quand Armand réalise le plein, Yves Klein est fâché avec Iris Clerc, et donc c'est aussi un peu une manière pour Iris Clerc de se venger du vide d'Yves Klein en venant abîmer le vide immatériel et très, très radical d'Yves Klein par un plein un peu plus dégueulasse, si vous me permettez d'utiliser ce mot. Et donc voilà, l'art aussi s'est fait comme ça, de rencontres, d'affect entre les êtres humains, et c'est ça qui est très intéressant quand on regarde le parcours d'une galerie, c'est vraiment exposition par exposition, mais ça n'enlève rien
voilà, la manière dont les choses se passent à l'ambition et la réalité artistique du projet du plein d'Armand. Je parle de ça aussi parce que, évidemment, et ça c'est assez savoureux, c'est que c'est une période d'expérimentation et de compétition énorme entre les artistes, c'est-à-dire qu'il faut être le premier à utiliser le monochrome, le premier à utiliser les aimants, le premier à faire des œuvres avec de l'air, le premier à faire des œuvres avec du feu, le premier à faire des œuvres avec de l'espace, etc., etc. Et donc, la galerie laboratoire d'Iris Clerc était à la fois un lieu où tous ces artistes se retrouvaient, et en même temps, ils étaient tous en compétition, c'est-à-dire, voilà, qui va avoir l'idée la plus originale, la plus décapante, la plus pionnière. Et les relations d'Iris Clerc avec les artistes, c'est vraiment là aussi qu'elle se joue, parce qu'elle était un petit peu une muse, ou en tout cas quelqu'un qui les stimulait intellectuellement. Il y a une lettre de Jean Tinguely que j'ai retrouvée dans les archives en août 1959, où il écrit à Iris Clerc, qui est en vacances en Grèce à ce moment-là: « Iris, reviens vite, Paris est vite, sans toi tu nous manques tous ». C'est-à-dire qu'elle était vraiment quand même quelqu'un qui les stimulait de manière très importante. Et vous voyez ici deux images, une avec Ard Reinhardt sur la droite, qui est le monsieur qui est accoudé, enfin assis sur la rambarde de la galerie. Je mets cette image aussi parce que ça permet d'évoquer deux choses. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Iris est la première personne à vendre des tableaux d'Art Reinhardt, donc c'est un artiste très important de l'après-guerre aux États-Unis, à des collectionneurs new-yorkais, c'est-à-dire qu'ils ont vu ses œuvres chez Iris Clerc, ils n'ont jamais acheté Art Reinhardt avant aux États-Unis, et donc c'est vraiment la première exposition en Europe d'Art Reinhardt, donc c'est quelque chose de très important pour l'histoire de l'art contemporain. Il y a des artistes qui ont vu pour la première fois Art Reinhardt chez Iris Clerc et que ça a beaucoup inspiré. Et aussi ça permet d'évoquer cette idée que beaucoup de personnes ont, que Iris Clerc était très proche de ses artistes, c'est-à-dire quelle était la relation exacte entre Iris Clerc et ses artistes. Il y a beaucoup de légendes qui ont circulé sur ce sujet, qui était aussi une manière pour un certain nombre de personnes peut-être de la dénigrer. En cherchant, en fait, moi dans les archives, et puis en lisant les correspondances, et puis en essayant de comprendre un peu la psychologie d'Iris Clerc, en fait, je pense qu'elle n'a jamais eu aucune relation avec ses artistes. Elle explique d'ailleurs elle-même qu'elle les connaît trop bien pour pouvoir les supporter au quotidien à la maison, et donc c'était impossible pour elle d'avoir une aventure avec ses artistes. Mais surtout, c'était quelqu'un qui était profondément respectueux, en fait, et qui était vraiment juste quelqu'un qui avait envie d'accompagner et de vivre avec les artistes. Et l'autre image, qui est vraiment une image très iconique de l'époque, c'est cette image, vous voyez de gauche à droite, Jean Tinguely, Yves Klein, Werner Runeau, qui était un architecte, René Braud, un autre artiste très important pour Iris Clerc. Iris Clerc et Soto dans une exposition à la galerie Iris Clerc en mai 59, au moment où Yves Klein fait une conférence à la Sorbonne et dit que Iris Clerc est le chef de file de tous ces artistes. Donc elle avait vraiment une importance réelle dans le monde de l'art de l'époque. Et le livre en fait que j'ai écrit, c'était aussi cette idée de faire passer Iris Clerc de la note de bas de page, souvent elle est dans les notes de bas de page de bibliographies, de livres sur le nouveau réalisme, à vraiment une figure de premier plan. Et la raison pour laquelle j'ai appelé le livre aussi l'astre ambigu de l'avant-garde, c'était pour dire que Iris Clerc n'était pas du tout une étoile filante, c'était vraiment un astre au centre d'une constellation, de la constellation artistique des artistes de l'époque, mais qu'en même temps c'était ambigu parce que comme toute personne dans un parcours professionnel, il y a eu des hauts et des bas, et que Iris Clerc a été pionnière et très bonne d'un point de vue artistique entre 1956 et le milieu des années 60, et puis qu'après, elle a peut-être montré des artistes moins bons, et que le succès ou le miracle qu'elle a eu avec toute une génération d'artistes ne s'est pas reproduit dans les années 70. Donc l'astre ambigu de l'avant-garde, c'était cette volonté de montrer un parcours en demi-teinte, peut-être, avec des hauts et des bas, de ne pas faire une hagiographie, mais de ne pas non plus faire un portrait à charge. Et puis, comme vous l'avez compris, aussi d'avoir le mot astre dedans, parce que l'astrologie était, pour Iris Clerc, élevée avec la mythologie grecque, quelque chose de très, très important. Donc ce titre permettait d'enrober tout ça. Là, je vous ai mis quelques cartons d'invitation de cette période-là, où vous voyez des cartons d'invitation vraiment très originaux pour l'époque, donc d'Yves Klein avec le bleu, le carton de vitesse pure et stabilité monochrome dont je vous parlais tout à l'heure, le carton du plein d'Armand, donc qui était cette boîte de sardines remplie de détritus qui avait été envoyée à 1000 exemplaires dans tout Paris, et donc il fallait décider est-ce qu'on allait ouvrir le carton ou est-ce qu'on allait garder la boîte de sardines comme une œuvre d'Armand. Et puis les boîtes de sardines ont été renvoyées à la galerie parce qu'elle avait été envoyée à beaucoup
de ministres, de chefs de cabinet, et donc tout le monde avait peur que ce soit un objet piégé, parce qu'on était aussi en 1960 pendant la guerre d'Algérie, donc il y avait un jeu aussi avec ce type de potentielle menace, et puis un carton je dirais plus léger en dessous de l'exposition d'Eva Appli. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir l'exposition magnifique au Centre Pompidou-Metz sur Eva Appli, qui était la première femme de Jean Tinguely. Cette exposition s'appelait Striptease, et le carton d'invitation dessiné pour l'annoncer, c'était un carton d'invitation voilà, en plusieurs volets, où pour avoir toutes les informations, il fallait ouvrir le carton d'invitation comme si vous réalisiez un striptease. Donc toujours cette idée voilà, d'avoir un rapport entre l'exposition, le propos de l'exposition et le carton d'invitation. Donc c'est pas inventer des nouvelles formes juste pour le plaisir de les inventer, c'est ça aussi, mais c'est aussi pour promouvoir et vraiment accompagner d'un point de vue conceptuel les expositions organisées par les artistes. En 61, Iris Clerc prend une décision assez importante dans son parcours, c'est de déménager, c'est-à-dire qu'elle passe de la rive gauche, qui était vraiment l'endroit des galeries expérimentales, à la rive droite, qui était l'endroit des galeries plus installées, ou avec peut-être plus de moyens, comme la galerie Cordier, par exemple, de Daniel Cordier, ou des grosses galeries de l'époque. Elle part aussi au 28 rue du Faubourg Saint-Honoré, parce qu'en face se trouve la nouvelle galerie d'Yves Klein, qui l'a quittée. Donc elle veut être en face de la galerie d'Yves Klein pour lui montrer que bah, tu m'as quitté, mais c'est pas à cause de ça que je vais plus être une aussi bonne galeriste. Donc voilà, toujours ces choses de rapport humain qui sont très importantes, je pense, dans la fabrique de l'art et qu'on a tendance à oublier quand on fait de l'histoire de l'art. Et pour ouvrir cette exposition rue du Faubourg Saint-Honoré, au numéro 28, elle organise les 41 présents Iris Clerc, où elle demande à 41 artistes de faire son portrait, et elle expose ces 41 portraits, donc un petit peu comme le micro-salon, c'est-à-dire un peu comme un salon avec toutes les tendances de l'époque. Donc vous aviez un totem de Chessac, vous aviez un monochrome d'Yves Klein, qui était quand même dans l'exposition, vous aviez une toile de Léon Golub, vous aviez une toile de Minos, beaucoup d'artistes. Et ce qui est très amusant avec cette exposition, c'est qu'il y a un collectionneur qui s'appelle Théodore Arenberg, qui a acheté toute l'exposition d'un seul coup, en négociant beaucoup, parce qu'on a retrouvé la facture de la vente, mais en se disant, voilà, comme ça, si j'achète ces 41 œuvres, en fait, j'aurai un panorama de la création en 1961. Donc voilà, Iris Clerc réalisait des expositions comme celle-ci pour ouvrir sa galerie rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous avez une image à côté du carton d'invitation où elle est en train de promener, enfin, en tout cas d'accompagner une œuvre à la galerie avant le vernissage. Et dans le livre, je dis qu'après la galerie laboratoire de la rue des Beaux-Arts, la galerie du Faubourg Saint-Honoré devient un peu la galerie théâtre, c'est-à-dire qu'on passe dans un moment où Iris Clerc, en tout cas au début, fait encore des choix artistiques très bons, parce qu'elle va exposer Léon Golub, elle va exposer William Copley, elle va exposer Lucio Fontana, elle va exposer Raymond Ins, elle va exposer Gaston Chessac, donc elle montre encore des artistes très importants, mais elle va organiser aussi beaucoup de vernissages, beaucoup de fêtes, ses présentations de Paco Rabanne, des concerts, et donc on va peut-être aller dans une dimension plus événementielle en fait, et qui va commencer à teinter dans l'opinion publique du monde de l'art d'une manière différente le parcours d'Iris Clerc. Donc toutes les années 60, c'est vraiment une décennie qui est importante, parce que généralement les gens avaient l'habitude de dire qu'après 61, Iris Clerc n'avait plus fait grand-chose de bien. Moi je pense que jusqu'en 66-67, c'est toujours formidable, puisque voilà, les artistes dont je viens de vous parler, dont Fontana, elle participe aussi, je vais y revenir, à la Biennale de Venise à 2 occasions, elle fait énormément d'expositions, elle crée sa revue dont je vais parler, donc elle est toujours très active, mais elle fait aussi peut-être des choix plus consensuels ou médiatiques, comme vous voyez là avec l'exposition des 30 portraits du général de Gaulle de Boris Devancier en mai 65, où elle est en train de faire visiter l'exposition à André Malraux et Louise de Villemorin. Donc voilà, cette idée aussi de faire des projets, des expositions qui lui permettent d'être dans les pages mondaines des magazines, quelque chose qui a toujours été très important pour elle et qu'il ne faut absolument pas oublier ou sous-évaluer. Donc, je vous ai mis ici
quelques images d'un vernissage assez festif en 1962, voilà, où vous aviez un bal costumé sur le thème des États-Unis du monde. Donc chacun était déguisé en un pays. Et ici, vous avez des photos où Iris Clert est déguisée en colombe de la peine, d'une certaine manière, une sorte de Nations Unies réunissant tous les pays. Vous la voyez avec les photographes, vous la voyez avec les policiers, les gendarmes de l'époque qui viennent demander à arrêter le bruit pendant la nuit, puis finalement ils vont rester, ils vont faire la fête avec Iris Clert. Donc elle avait voilà, toujours un pouvoir de persuasion et d'entraînement qui était très réel. Et donc une chose importante dans les années 60, c'est ces deux expériences qu'elle fait à Venise, où elle est encore une fois celle qui invente un format, parce qu'elle va être la première à organiser des événements collatéraux à la Biennale de Venise, c'est-à-dire qu'elle va à Venise en 60, elle s'aperçoit que tout le monde de l'art est là, tous les collectionneurs, tous les artistes, tous les commissaires, tous les directeurs du musée, et elle dit bah, c'est bête que mes artistes ne profitent pas de cette visibilité. Et donc 2 ans après, elle décide de louer un étage dans un palais magnifique sur le Grand Canal, le Palazzo Papadopoli, qui est un nom grec, donc évidemment ça ne pouvait que lui plaire. Vous avez au plafond des fresques de Tiepolo qui ont donné lieu à beaucoup de photographies, comme celle que vous avez ici sur la droite, où elle pose en fait avec la main sur les genoux sur les marches du Palazzo Papadopoli, où vous voyez ces grandes bannières avec marqué Iris Clert, parce que voilà, elle est devenue un nom dans le monde de l'art, et elle va exposer encore une fois sur ce principe de l'exposition collective tous ces artistes pour les faire connaître, et c'est vraiment la première à faire ça. Et sur la photo de gauche, vous voyez Peggy Guggenheim qui est en train de visiter, c'est la dame habillée en blanc au milieu de l'image, qui est en train de visiter l'exposition. Et j'aime bien montrer cette image aussi parce que au tout début, quand Iris Clert est arrivée à Venise, en fait, elle a eu beaucoup de mal à apprivoiser d'une certaine manière Peggy Guggenheim, qui était cette femme que Takis lui avait prophétisé à laquelle elle allait ressembler, parce que Peggy Guggenheim avait pas peur, mais pensait que Iris Clert pouvait être une menace pour son règne artistique sur Venise. Donc c'est pour vous montrer quand même la force de frappe qu'avait Iris Clert à l'époque. Et puis finalement, elles sont devenues amies. J'ai même retrouvé des courriers où Iris Clert demande à Peggy Guggenheim de réserver ses chambres à Venise pour elle. Donc vous voyez qu'elles étaient devenues vraiment amies et que la relation s'était faite. Mais voilà, elle avait toujours cette volonté de montrer ses artistes, parce qu'évidemment, montrer ces jeunes artistes, ces jeunes poulains, comme elle disait à Peggy Guggenheim, c'est les faire connaître de l'une des meilleures collectionneuses du monde à l'époque. Donc voilà, c'est cette idée que si tout le monde de l'art est à Venise pendant un mois l'été, il faut que mes artistes et moi-même j'y sois. Donc elle fait cette Piccola Biennale en 62, et puis 2 ans après, elle fait la Biennale flottante, en disant dans ses mémoires que, évidemment, comme elle avait fait la Piccola Biennale, tout le monde lui disait mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine à Venise, qu'est-ce que tu vas faire? Elle explique que voilà, elle est aussi, voilà, les gens sont maintenant habitués à ce que Iris Clert fasse des coups artistiques et de communication, et elle ne veut pas refaire la même chose, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime inventer, qui aime trouver des formats, et en fait elle va louer un bateau qu'elle va installer devant la pointe de la Douane. Aujourd'hui vous avez la Punta della Dogana, le musée de François Pinault, et elle va montrer ses artistes sur ce bateau. Et donc vous avez un totem de Chessac par exemple sur l'image en haut à gauche, et vous voyez là par exemple Denise René qui est en train de descendre du bateau, donc voilà, qui était devenu un lieu voilà, important pour la Biennale de Venise. Et donc c'est toujours cette idée de réinventer les formats, de surprendre, mais surprendre pour justement proposer une expérience aux collectionneurs, aux artistes. Et c'est ça qui est très nouveau et très original chez Iris Clert, et elle aura toujours envie de faire ça. J'ai évidemment proposé une petite diapositive sur Gaston Chessac avec la photographie à droite que vous connaissez, qui est d'ailleurs exposée dans le livre de Gilles Herman, dans une des vitrines au 2e étage du musée, donc qui était le carton d'invitation pour la première exposition de Gaston Chessac à la Galerie Iris Clert en 1961, Le Monde fabuleux de Gaston Chessac. Je vous ai mis le totem portrait d'Iris Clert 2, et puis l'exemplaire de la revue d'Iris Time Unlimited dont je vais parler dans un moment, consacré à Gaston Chessac, pour l'exposition de laquelle duquel elle avait organisé un grand bal pop. Donc vous voyez une photo du bal où vous aviez la fanfare des Beaux-Arts de Paris qui était venue voilà,
l'inauguration de l'exposition. La relation avec Chessac, elle est très particulière parce que, comme vous le savez sans doute, Chessac avait l'habitude d'être un graphomane notoire. Henri-Claude Cousseau, prochaine conférence, vous expliquera le nombre de lettres qu'on pense qu'il a écrit pendant sa vie, et c'est plus que 30 000 lettres en fait, si on fait le compte de toutes les lettres qu'il a pu écrire tous les jours pendant toute sa vie. Et donc l'une de ses destinatrices, c'était Iris Clerc en fait, que André Bloch lui avait conseillé de contacter, et il écrit des lettres à Iris Clerc, assez amusantes comme toujours, et Iris se décide à aller voir l'atelier de Gaston Chessac en Vendée, et donc il y a une rencontre qui se passe, elle voit l'atelier, elle voit l'artiste, et elle est tout de suite tout à fait conquise, et elle va organiser 3 expositions de Gaston Chessac, mais sans que jamais Chessac ne vienne à la galerie ou ne vienne à Paris pour le vernissage en fait. Donc vraiment toujours ces relations que Chessac avait avec les marchands et les galeristes. Mais voilà, et je dis ça aussi parce que Iris Clerc avait toujours besoin d'aller dans l'atelier de l'artiste pour décider de l'exposer, évidemment. Dans les années 60, elle réalise aussi cette chose qui est absolument formidable, qui est Iris Time Unlimited. Donc quand elle arrive rue du Faubourg Saint-Honoré, elle se dit: je ne vais pas continuer à faire des cartons d'invitation, aussi originaux soient-ils, il faut que je trouve autre chose. Et donc elle décide de publier cette revue, qui est une revue qui reprend les codes de France Soir de l'époque, donc le journal, le quotidien le plus vendu en France dans les années 60. Et elle va, pour chaque exposition, réaliser un petit journal avec à la fois des nouvelles qui concernent la galerie, des textes critiques sur l'artiste, des anecdotes, des jeux, des mots croisés, les petites annonces qui sont toujours des petites annonces qui lui permettent de faire passer des messages à ses amis ou à ses ennemis. Enfin vraiment tout un univers très amusant. Elle demande à des académiciens d'écrire des textes, elle commande des photographies spécifiquement pour l'occasion. Donc c'est vraiment une revue, un organe de presse qui est publié par la galerie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va faire ça entre 1962 et 1975. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense aussi, c'est quelqu'un qui a tenu ses projets sur la durée. Et donc pendant 13 ans, elle va publier 46 numéros de Iris Time Unlimited, qui est aujourd'hui une source d'information très importante sur la scène parisienne artistique dans les années 60 et 70, parce que vous avez les informations sur la galerie, mais aussi les informations sur ce qui se passe à Paris, les expositions. René Brault, qui est un des artistes les plus importants et qui a le plus exposé, tient un Brault-note sur le modèle du bloc-note de Mauriac, et donc il raconte un petit peu tout ce qui se passe dans la vie culturelle parisienne. Et je vous ai amené là parce qu'on a fait hier soir le lancement en fait du facsimilé de la revue Iris Time Unlimited, c'est-à-dire que vous avez tous les 46 numéros qui sont reproduits et qui sont accessibles, parce qu'aujourd'hui trouver les 46 numéros originaux, c'est presque impossible, et puis ça fait un budget très important, mais voilà, ça a été publié par les éditions Sémiose, et c'est en fait une source d'information très importante sur l'art de l'époque, et ça montre aussi toute la créativité de la galerie Iris Clerc et de son brain trust, parce que c'est comme ça qu'elle appelait le comité de rédaction. Et ici je vous ai choisi quelques-unes, donc Ard Reinhardt, qu'elle a remontré dans la galerie du Faubourg Saint-Honoré, Léon Golub, qui est un artiste très important de l'art américain des années 60, Stevenson, qui est un artiste américain dont elle était très proche aussi. Et je vous montre cette couverture parce que il se promenait en voiture à Paris, et Stevenson avait réalisé un portrait d'El Cordobès, le torero que vous voyez sur l'image, mais qui faisait 16 mètres de haut. Et Stevenson se plaignait de ne pas trouver un endroit pour exposer cette toile à Paris dans sa intégralité. Et ils sont en voiture, ils conduisent la nuit, et Iris Clerc lui dit on pourrait l'exposer sur la Tour Eiffel. Et Stevenson lui dit tout de suite, oui, banco, allons-y. Et Iris Clerc se dit, j'aurais peut-être dû me taire plutôt que proposer ça, mais en fait, elle va prendre le défi et elle va réussir à ce que pendant une journée, une nuit, une œuvre de Stevenson soit exposée sur le pilier sud de la Tour Eiffel. Donc effectivement, ça fait du buzz, comme on dit aujourd'hui, ça fait l'événement, mais en même temps, c'était pour l'artiste la meilleure solution artistique et conceptuelle pour exposer son œuvre. Donc elle avait cette volonté toujours et ce bagout pour aller jusqu'au bout des projets de ces artistes. Et le dernier numéro, c'est aussi pour dire que Iris Clerc, c'est l'une des premières galeries françaises à être vraiment internationale, parce que je vous ai parlé de Venise, où elle va à plusieurs reprises. J'aurais pu vous parler des États-Unis, j'aurais pu parler de l'Allemagne, j'aurais pu parler de l'Europe du Nord, mais elle est aussi en 67 l'une des premières galeristes occidentales à aller en Iran, invitée par une galeriste
galeriste iranienne, a exposé les artistes de sa galerie. Donc encore une fois, cette volonté de montrer les artistes de sa galerie dans le monde entier. Et là, vous avez une photographie qui évidemment plaît beaucoup à Iris, puisqu'elle est en train de faire visiter l'exposition à la Shabanou, à l'impératrice d'Iran. Et donc évidemment, pour elle, c'est aussi un moyen de communiquer. Par exemple, en 1966, elle a invité à Dallas, par un grand collectionneur texan, à montrer les artistes de la galerie. Donc elle les montre, elle montre César, elle montre Yves Klein, donc c'est la première fois que tous ces artistes-là sont montrés en dehors de New York. Et les deux femmes qui sont invitées à Dallas, c'était la quinzaine française, c'est Iris Clerc et Mireille Mathieu en fait. Et vous savez sans doute que Mireille Mathieu dans les années 60, c'était vraiment la plus grande ambassadrice de la culture française. Donc c'est quand même pour vous donner vraiment une idée de l'importance qu'Iris Clerc avait dans le paysage culturel de l'époque. Et ici, je vous ai mis quelques enveloppes dans lesquelles elle envoyait Iris Time Unlimited. Donc, il y avait toujours un soin qui était apporté jusqu'au bout à tous les éléments de la communication. Elle ferme sa galerie de la rue du Faubourg Saint-Honoré en 71, après des années 67, 68, 69, 70, où elle fait moins d'expositions, où elle fait des choix artistiques qui sont peut-être moins bons qu'auparavant. Moi, je pense qu'elle s'est dit que comme le miracle avec les nouveaux réalistes s'était passé une fois, en fait, elle avait une confiance peut-être excessive dans sa chance et dans son instinct, et donc elle n'a pas su retrouver forcément les artistes aussi bons ou aussi importants que ceux qu'elle avait découverts dans les années 50, mais elle continue quand même à réinventer les formats. Et par exemple, là vous la voyez devant son Stradar, donc qui était un camion ambulant vitré dans lesquels elle parcourait les routes d'Europe pour montrer les œuvres de ces artistes. Et donc ça répond à deux préoccupations majeures. C'est à la fois l'internationalisation, c'est-à-dire pouvoir se déplacer facilement, et puis avec le Stradar, vous avez le véhicule qui sert à transporter les œuvres est aussi le véhicule qui sert à les montrer. Donc vous avez un gain économique qui est réel, puisque vous avez des frais en moins, et puis ça lui permettait de continuer à avoir une galerie tout en n'ayant plus d'espace physique, c'est-à-dire que dans les années 70, Iris Clerc va avoir une galerie en appartement, ça sera l'une des premières à initier ce modèle-là. Et le camion, le Stradar, lui permet aussi d'aller dans certains événements sans y être invitée officiellement, ou en tout cas sans payer. C'est-à-dire qu'elle va aller à la Documenta de Cassel, elle gare son camion sur la place principale. Pendant la FIAC au Grand Palais, elle gare son camion devant la FIAC. Elle ne paye pas de droit à la FIAC pour exposer, mais elle est quand même là et tout le monde la voit. Elle va se garer devant le Musée d'Art Moderne de Paris. Elle est invitée à la Mostra de Venise pour un hommage à Charlie Chaplin. Elle y va en camion et elle gare son camion sur la plage du Lido. Donc vous voyez, cette idée toujours c'est ce que j'appelle la stratégie du cheval de Troie chez Iris Clerc, c'est-à-dire comment trouver le moyen d'être là, d'être présente, de défendre ses artistes, même si on n'a pas forcément beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens. Et je vais juste vous faire écouter un autre extrait, et je sais que le temps file, mais j'espère que vous êtes aussi passionné que moi, d'un autre extrait de ses mémoires sonores, parce qu'elle raconte un peu l'histoire du camion. Alors je me dis, tiens, ça fait un tel effet quand l'art se déambule dans la rue. Comment faire pour avoir de l'art qui se balade dans l'art? Ils ont inventé le pop art. Le pop art, ça veut dire l'art populaire. L'art devait descendre dans la rue, ça s'est passé en Amérique. Et au lieu de descendre dans la rue, c'est la rue qui est montée dans les musées. Alors, c'était pas ça. Comment faire? Alors, je cherchais. Puis un jour, ça m'est venu. Une voiture transparente. Et une voiture, c'est trop petit, comment faire? Oh, un camion. Alors, je commence à téléphoner. Je téléphone à Boussois et à l'autre, à Saint-Gobain. Je leur dis, voilà, je demande le directeur, je dis, voilà, je voudrais un camion en glace sécurité. Oh, madame, impossible, c'est trop lourd. Je le déconseille complètement. Mais en plastique, oh, je dis en plastique, c'est possible. Je dis, oui, ça doit pouvoir se faire. Je cherche, mais ça, c'est un matin, j'ai eu cette idée très forte du camion, et à la galerie, quand je suis arrivée, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Je téléphone à Berlier. Il faut dire qu'en 1954, j'avais connu M. Berlier sur une plage en Grèce avec d'autres amis, le représentant de Citroën, je ne sais pas quoi. Je dis, voilà, M. Berlier, vous savez, je suis toujours aussi folle, j'ai une idée complètement farfelue, j'ai envie d'un camion transparent pour que ce soit une galerie qui se balade dans la rue. Il me dit, mais vous n'êtes pas folle du tout. Nous venons d'en construire un. Oh, je dis, vous plaisantez, non mais c'est pas vrai, c'est pas possible.
Mais je vous assure que c'est vrai. Oh, je dis non, écoutez, c'est pas gentil de vous foutre de moi. Écoutez, je vous envoie mon directeur, vous verrez. Je vais arriver à monsieur. Il me montre une photo. Je dis, c'est vrai, ça existe, ça. Oh, mais alors comment la voir? Écoutez, on l'a depuis 3 mois. Il fait toutes les... actuellement, il fait les ports, non, attendez, tout le littoral, avec des groupes électrogènes. Mais nous avons décidé de ne plus nous en servir en octobre. À ce moment-là, on peut vous le solder. Oh, je dis, c'est pas vrai, mais est-ce que je peux le voir? Il me dit, oui, il est à Lyon, allons-y. Et puis alors, on devait partir à Lyon, on me téléphone, il me dit, voilà, le camion est ici pour le moment, il est au garage, venez. J'entre et je vois cette merveille. Tout comme il est actuellement, c'est-à-dire tout bombé. Et alors là, dans le camion, il était tout ouvert parce qu'il s'ouvre. C'est pas possible, c'est un chef-d'œuvre. Mais alors, je me suis dit, comment je vais accrocher les tableaux là-dedans? Et là, enfin, de toute façon, j'ai dit, d'accord. Ils m'ont fait un prix, vraiment, ils ont été très chics avec moi. Alors moi, ce que je ne savais pas, c'est que si je m'étais adressé, non pas à M. Bernier, mais au chef de la publicité, je l'aurais eu pour rien, le camion. Et ça, je l'ai su qu'après. J'ai donc acheté le camion. Non, je ne l'ai pas acheté, j'ai donné 500 francs d'art. Ça se passait en septembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Et j'ai demandé 3 mois pour le payer. J'ai pris la photo du camion et j'étais à New York, avec une valise pleine de petites choses. J'ai téléphoné à tous les collectionneurs en disant, venez, je vais vous montrer mon dernier amoureux, le grand amour de ma vie. Alors il venait, qu'est-ce Je lui dis, voilà, c'est le camion, aidez-moi à l'acheter. Alors ils étaient charmants, j'avais une petite éponge de plein de ma collection que j'ai vendue. Enfin, vraiment, j'ai vendu tout ce qui était à moi pour payer le camion. Et encore, souvent, ils m'écrivent en disant, alors ça y est, est-ce qu'on va le voir? Tout New York attend ce camion puisqu'ils ont tous collaboré à l'achat. Alors quand je l'ai eu, ça a été terrible. L'aménagement du camion, on pourrait écrire des chapitres dessus. C'est épouvantable, parce que vraiment, en France, les gens manquent d'imagination. Alors j'ai été voir un carrossier, indiqué par Berlier. J'ai expliqué que je voulais en faire une galerie. Alors naturellement, ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait, comment accrocher les tableaux. Alors on a commencé par des tringles en haut, et puis il s'agissait que le tableau soit suspendu dans l'espace, d'en haut en bas. Mais c'était pas bien attaché, c'était avec des ficelles, des cordes. Et alors, ça se tringalait comme ça, c'était monstrueux. On n'a toujours pas trouvé, alors c'est Monsieur Dubosc, mon entrepreneur, qui a eu l'idée de me mettre des panneaux d'1 mètre qui sont dans l'espace, parce qu'il faut que les tableaux aient l'air d'être suspendus dans l'espace et non pas agglomérés. Alors chaque fois qu'on fait un accrochage dans ce tableau, on met 24 heures. Dans ce camion, pardon. Quand on accroche dans ce camion, on met 24 heures. Tant c'est compliqué. Ce qui est aussi intéressant dans cet extrait, pardon, c'était aussi vous comprenez la personnalité d'Iris Clerc, mais c'est aussi la réflexion qu'il y a, c'est-à-dire qu'elle s'est posé la question du pop art. Qu'est-ce que ça avait le pop art? En fait, on avait voulu faire descendre l'art dans la rue, c'était plutôt la rue qui était montée dans les musées. Comment on arrive à avoir une accessibilité peut-être plus grande entre les artistes et les œuvres. Enfin, il y a toujours cette réflexion, cette volonté de rien prendre pour impossible. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a caractérisé longtemps. Donc, avec ce camion, voilà, elle faisait des expositions, elle se rendait dans un certain nombre de lieux, de villégiature, Venise, le Benelux, parce qu'évidemment, elle avait une clientèle et un public en Belgique pour l'art contemporain qui était très important. En haut à gauche, vous avez le carton aussi qui annonçait évidemment le Stradart qui jouait avec les codes du graphisme automobile. Et dans les années, pendant les années 70 et les années 80, ce qui était aussi important dans le livre, c'était de montrer qu'Iris Clerc, elle avait été active jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que souvent, on parle de la première galerie, entre 56 et 61, mais en fait, Iris Clerc est décédée en août 1986, mais jusqu'en 1985,
Elle participe à la FIAC, en fait. Elle a participé à presque toutes les éditions de la FIAC, soit avec son camion, soit de manière plus classique avec un stand, comme vous voyez en bas à gauche. En haut à gauche, c'est Iris Claire dans son appartement. Elle avait rue du Faux, pas très loin de la rue du Faubourg Saint-Honoré, installé en fait, son appartement et sa galerie dans un duplex où elle recevait, où elle continuait à faire des vernissages et des expositions, tout en conduisant le camion sur les routes de France et d'Europe. Et une chose qui est intéressante, c'est que dans les années 80, en fait, Iris Claire va créer un endroit à Neuilly qui s'appelle le CARA, pour le Centre d'animation et de recherche artistique transcendantale, qui était pour elle l'idée de réunir un petit peu l'astrologie et l'art en fait, et la création artistique, qui étaient vraiment ses deux passions tout au long de sa vie. Et elle va organiser des expositions au CARA à Neuilly de manière régulière entre 1980 et 1982-83, où les gens continueront à aller la voir. Dans le livre d'or, on retrouve par exemple encore la signature de Pierre Restany, qui est un nom que je n'ai pas encore évoqué, mais qui est vraiment ce critique qui a été à l'origine des nouveaux réalistes et qui les a accompagnés et qui jusqu'à la fin de l'activité d'Iris Claire continuait à aller voir les expositions. Elle organise aussi une exposition très intéressante avec l'architecte Claude Parent, qui s'appelle les architectures obliques. Donc voilà, c'est effectivement un rythme beaucoup moins soutenu, avec peut-être beaucoup moins de fulgurance artistique, mais il y a toujours cette volonté d'exposer des artistes, et souvent des jeunes artistes, parce que, par exemple, les deux expositions que vous voyez en bas, c'est l'exposition d'un artiste qui s'appelle Marc Bourlier, qui est un artiste qui est toujours vivant aujourd'hui, qui était le dernier artiste rentré dans la galerie d'Iris Claire, que j'ai eu la chance de rencontrer, donc qui a pu me dire comment c'était la personnalité d'Iris Claire les dernières années, et qui racontait par exemple encore cette anecdote, mais qui est très emblématique, c'est que la dernière participation d'Iris Claire à la FIAC, en fait, elle demande d'exposer sur les escaliers qui permettent de monter entre le rez-de-chaussée, enfin le plein et puis les galeries latérales, et elle explique que comme cet espace n'est jamais utilisé par une galerie, ils ne vont pas la faire payer pour utiliser cet espace-là, donc elle demande à être exposée à la FIAC gratuitement, puisqu'elle prend un espace qui d'habitude n'est jamais commercialisé. Mais elle fait ça aussi parce que le projet de Marc Bourlier, ça s'appelle le Carrousel, essaie de montrer les grandes figurines qui représentent les signes astrologiques et d'autres personnages, les uns après les autres, comme dans un théâtre d'ombre en fait, ou dans un théâtre. Donc encore une fois, il y a quelque chose de commercial et quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'anecdote et de l'amusement, mais aussi quelque chose qui est vraiment lié au projet artistique de l'artiste, en l'occurrence Marc Bourlier. Et ce qui est intéressant aussi dans ces années 70-80, c'est que c'est le moment où Iris Claire devient aussi non seulement une figure de l'art contemporain, mais une mémoire, puisqu'elle a rencontré tous ces artistes. Elle était là dans les années 50, dans les années 60, donc elle fait ses mémoires sonores, elle écrit ses mémoires qui sont publiées chez De Noël en 1977. Elle va participer régulièrement à des catalogues d'exposition pour Yves Klein, pour Rémoins, par exemple, dans le catalogue d'Yves Klein au Centre Pompidou en 1983. Elle raconte la première visite dans l'atelier d'Yves Klein, où pour elle, les monochromes en fait viennent pour Yves Klein de la couleur des ceintures de judo. C'est-à-dire que Yves Klein était un judoka émérite, et le premier atelier d'Yves Klein était dans l'endroit où il pratiquait aussi le judo, et elle fait un rapport entre les ceintures de couleurs des différents dan et puis les monochromes de couleurs. Je ne sais pas si c'est la bonne explication, mais en tout cas c'est pour vous montrer voilà, la manière dont elle regardait les choses. Et en 83, à l'occasion de l'exposition Yves Klein au Centre Pompidou, donc qui est vraiment une reconnaissance de tout le travail d'Iris Claire, ils arrivent à illuminer en bleu l'obélisque de la Concorde, qui était un projet que Yves Klein et Iris Claire avaient eu en 1958 au moment de l'exposition du Vide, mais qui n'avait pas pu être réalisé parce que il y avait eu une interdiction préfectorale au dernier moment, alors qu'ils avaient réussi à faire l'essai la veille du vernissage, mais le soir du moment où c'était prévu, ça n'avait pas pu être réalisé, donc ils ont réalisé ça en 1983, 20 ans après le décès d'Yves Klein en 1962. Alors, une dernière chose, et je vais bientôt m'arrêter, dont je voulais parler, qui est importante pour moi, et qui a aussi été dans l'écriture du livre quelque chose qui m'a vraiment marqué pour donner de l'épaisseur à Iris Claire, c'est que en fait Iris Claire est l'une des rares femmes du monde des arts plastiques à avoir signé le manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur en 1971.
il y a elle et deux autres femmes artistes, notamment enfin, du monde de l'art contemporain, Claude Rivière, qui était une critique d'art au Nouvel Observateur et un combat qui était très importante. Et ça m'a donné aussi un peu ça donne une épaisseur au personnage quand même, qui était engagé dans les luttes féministes dans son temps, alors que le rapport entre Iris Clert et le féminisme n'est pas évident à premier abord. Elle n'a pas exposé énormément d'artistes femmes. De toute façon, l'époque n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, donc la question ne se posait pas dans les mêmes termes. Et donc ça me permet aussi d'évoquer ce courage de signer ce manifeste. Une exposition qui a lieu en 1974, qui est vraiment très importante, qui s'appelle Grande femme, petit format, où elle reprend le principe du micro-salon d'avril, mais cette fois-ci en exposant 100 artistes femmes, et qui est une liste absolument incroyable pour l'époque, mais aussi pour aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les artistes femmes qui comptent dans l'histoire de l'art contemporain aujourd'hui, de Brigitte Riley à Niki de Saint-Phal, à Louise Nevelson, à Sonia Delaunay, à Yolande Fièvre, à Annette Messager, étaient dans l'exposition organisée par Iris Clert en 1974. Donc c'était pour vous montrer que même dans les années 70, quand même, elle avait toujours l'œil et le goût d'exposer les artistes. Et vous avez sur la droite de l'image le catalogue de l'exposition, qui était aussi une plaisanterie un peu pour Iris Clert, c'est-à-dire 74, c'était l'année de la femme selon les Nations Unies ou l'UNESCO, je suis plus sûr maintenant. Et donc elle décide de prendre cette année de la femme au mot et donc d'organiser cette exposition. De la même manière, quand elle nomme son centre d'art à Neuilly, le Cara, en 1980, je suis sûr qu'il y a pas loin d'avoir aussi un clin d'œil à l'affaire des diamants de Bokassa, dans laquelle Valéry Giscard d'Estaing est empêtré à ce moment-là. C'est toujours aussi ces deux jambes sur lesquelles la galerie Iris Clert marche, c'est-à-dire à la fois le ludique et en même temps la compétence, en tout cas l'expérimentation artistique. Ici, vous avez le carton d'invitation de l'exposition Grande femme, petit format qui a été montré après en Allemagne. Et à côté, je voulais vous montrer la liste d'artistes pour l'exposition, parce qu'il y a cette chose très amusante où en fait vous avez tous les artistes avec la nationalité, est-ce qu'ils ont des photos, les œuvres exposées. Et puis la première catégorie, c'est la catégorie signe, c'est-à-dire pour savoir le signe astrologique de chacune des artistes qui étaient exposés, parce que c'était quelque chose qui était important pour Iris dans la compréhension, selon elle, du travail et de la personnalité de l'artiste. Donc vous avez un catalogue qui est aujourd'hui une mine d'or pour l'historiographie des artistes femmes en France dans les années 70. Et je termine avec ces trois images qui sont très, peut-être, qui résument ce que j'ai pu vous dire ce soir, et qui résume le parcours d'Iris Clert. Et pour moi, c'est très important en fait de parler aussi bien, comme elle le dit elle-même au tout début, des anecdotes, mais aussi de toute la partie expérimentale, pionnière, artistique, vraiment que Paris n'aurait pas été Paris sans Iris Clert. C'est Pierre Estany qui le dit dans un ouvrage très important. Donc voilà, la scène de l'art contemporain à Paris n'aurait pas été la même. Peut-être qu'Yves Klein aurait fait le vide, peut-être qu'Yves Klein aurait fait les expositions qu'il a faites, peut-être qu'Armand aurait fait le plein, mais sans doute pas aussi vite, sans doute pas avec cette liberté-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mesurer. Et donc là, sur cette diapositive, vous avez ces trois images avec cette phrase formidable d'Iris Clert: je ne suis pas une fonctionnaire de l'avant-garde, c'est-à-dire que cette idée qu'il faut toujours se renouveler, et même que être fonctionnaire de l'avant-garde, c'est déjà ne plus se renouveler en fait. Donc cette idée qu'elle était toujours avant l'avant-garde en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et donc quand Paris montre l'école de Paris, elle montre autre chose. Et quand dans les années 70, il faut montrer de l'avant-garde, elle revient à la figuration. Donc toujours dans le coup d'avant ou dans le pas de côté. La couverture des mémoires sonores, je vous ai fait écouter un morceau, et puis si jamais vous voulez écouter plus la voix d'Iris Clert, parce que c'est pas accessible publiquement, j'ai participé l'année dernière à une émission sur France Culture de Jean de Loisy, où vous avez beaucoup d'extraits sonores d'Iris Clert de l'époque, donc je vous invite à l'écouter, parce que entendre sa voix sur d'autres histoires, c'est très intéressant. Et puis en haut, pour terminer, le portrait robot d'Iris Clert, qui est réalisé en 1960 par Armand, où vous avez un petit peu l'œuvre emblématique d'Iris Clert au moment où elle est peut-être la plus importante, la plus avant-gardiste, au début des années 60, entre l'exposition des nouveaux réalistes et puis toutes les expositions avec Fontana, Reinhardt, Copley qui vont arriver. Et vous retrouvez dans ce portrait robot à la fois
toute l'image d'Iris Clair, c'est-à-dire vous avez à la fois les escarpins Roger Vivier, la robe avec le motif léopard, les cigarettes dans un coin, et en même temps vous avez les cartons d'invitation du Micro-Salon d'Avril, le carton d'invitation d'une exposition qu'elle réalise à New York, où elle va exposer pour la première fois Tinguely, et c'est le moment de la carrière, le début de la carrière américaine de Jean Tinguely, et tout ça est résumé dans cette œuvre d'Armand. Et Armand, pour faire ses portraits robots, en fait, il demandait aux personnes de lui donner les objets auxquels il tenait le plus, en fait. Et donc, Iris Clair avait donné sa robe léopard qui lui plaisait le plus, ses escarpins et tous ces objets qui sont là. Il y a aussi du vernis à ongles, un petit peu comme dans le carton d'invitation boîte de sardines du Plein. Et ce qui était très beau, c'est que cette œuvre était exposée dans l'exposition dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Les Choses au musée du Louvre récemment, parce que voilà, on est vraiment dans cette œuvre qui est à la fois faite uniquement de choses inanimées, comme une nature morte, mais qu'en même temps très symbolique de voilà, une énergie, d'un dynamisme de cette figure qui était celle d'Iris Clair. Je vous remercie pour votre attention.